La vraie difficulté de la prise de parole, c'est que tu ne te vois pas et tu ne t'entends pas. Est-ce qu'on peut être convaincant en racontant n'importe quoi? Oui. La rhétorique, c'est l'art de ce qui paraît vrai. Quand on apprend à la rhétorique, est-ce qu'on n'apprend pas finalement à manipuler? Le but de la prise de parole, pour moi, c'est de changer des choses, de lui faire changer d'opinion, de comportement. T'auras beau avoir la meilleure idée du monde, si tu n'as pas d'émotion, tes projets ne vont pas engager. C'est très fort le silence. Ça fait une différence vraiment entre un bon orateur et un excellent orateur. Dire des grandes phrases, si ton public ne les comprend pas, ça ne sert à rien. Je fais mon PowerPoint, je me dis, comment je le présente? C'est des erreurs qui coûtent extrêmement cher. On ne commence jamais par son PowerPoint. Si à la fin du discours, tout ce que tu te dis c'est il a bien parlé, c'est probablement qu'il a fait un beau spectacle, mais qu'il n'a pas convaincu grand monde. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Chez la Jobsetteuse. Ici, on explore les parcours inspirants des personnes qui façonnent le monde du travail de demain. L'idée, c'est de recevoir des invités qui vont vous permettre de sortir de cet épisode avec des clés, des conseils actionnables que vous allez pouvoir appliquer à votre tour dans le monde professionnel et pour faire partie du top 1%. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Corentin, qui est un expert de la rhétorique et du discours, avec qui on va pouvoir parler plus amplement de cette thématique. Alors, bonjour Corentin, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Marie-Christine, la Jobsetteuse. Avec plaisir. Bienvenue, comment vas-tu? Écoute, ça va bien, de bon matin, on tourne ça un lundi matin, donc c'est très monde du travail, donc je trouve que c'est très à propos. Excellent, excellent. Écoute, avant qu'on ne rentre plus en détail dans le sujet, j'aimerais donc que tu te présentes et que tu nous dises qui tu es et ce que tu fais. À quel point tu veux que j'aille dans le détail? Choisis. Non, ok, sur mon état actuel, ok. Alors, je te fais pas tout le storytelling, marketing. Globalement, aujourd'hui, moi, je fais 3 choses. D'une part, j'enseigne dans des grandes écoles, notamment à l'ESSEC et à Paris-Saclay, la prise de parole en public et l'art du débat, ce qu'on appelle la rhétorique, en tout cas ce que j'essaye d'appeler le plus souvent possible la rhétorique. Ensuite, j'accompagne des professionnels, ça va être des chefs d'entreprise, des salariés, des avocats, des entrepreneurs qui lèvent des fonds, toutes les personnes qui ont besoin de convaincre à l'oral, c'est-à-dire beaucoup de monde dans le monde du travail. Sûr. Et à côté de ça, en troisième lieu, je fais de la création de contenu, où j'essaye de démocratiser cette matière-là qu'est la rhétorique, à la fois pour que les gens s'expriment mieux, soient plus convaincants, mais aussi qu'ils comprennent mieux les outils et les procédés rhétoriques qui peuvent être utilisés. Ok, très intéressant. Donc, on va parler de tout ça plus en détail par la suite. Mais déjà, j'aimerais comprendre comment tu en arrives là. En fait, quel a été ton parcours? Mon parcours, il est pas anodin. Il y a quelque chose dont je parle assez souvent, qui ne s'entend presque plus, sauf quand je suis alcoolisé ou fatigué, c'est que je suis atteint de bégaiement. Donc je n'articule pas naturellement très bien et donc j'étais pas très à l'aise à l'oral quand j'étais plus jeune, au collège, au lycée, je participais très peu, etc. Et quand je suis arrivé en première année de fac de droit, je me suis inscrit à un concours d'éloquence, un peu par mélange de, je dirais à la fois de courage et d'inconscience. Je sais pas trop la part des deux. Ce sont les meilleures décisions qu'on prend. Ouais. Je sais Avec pas ce mindset. si c'est du courage ou si juste je savais pas dans quoi je mettais les pieds. Uh-huh. Mais j'avais un collègue qui m'avait aussi encouragé à le faire. Et le concours s'est pas trop mal passé. J'écrivais mieux que je parlais. Le fond compensait la forme. Donc j'ai réussi à passer un tour, puis 2 tours. J'ai terminé en demi-finale. Et en fait, j'ai commencé pour la première fois à prendre du plaisir à l'oral, ce qui me paraissait inconcevable. Et j'ai adoré ça, donc j'en ai fait entre 20 et 30 des concours d'éloquence. J'ai passé mes études à faire ça, parfois plus qu'à étudier. Et à la fin de mes études, je voulais plus être avocat pour tout un tas de raisons. Et donc j'ai commencé un peu à vouloir transmettre cette passion-là, cette compétence aussi, plus qu'une passion. Et donc je me suis lancé dans ce beau métier. Ok, très bien. Et moi, j'aimerais comprendre comment tu t'es préparé pour ce premier concours d'éloquence. Et j'imagine qu'il y a eu un avant, après. Et comment aujourd'hui tu te prépares, ou en tout cas le dernier que tu as fait en date, comment est-ce que tu t'y es préparé? Ouais, c'est vrai que ça a beaucoup évolué en plus sur ma façon de préparer. Le premier concours, tu as globalement une semaine entre le moment où tu reçois le sujet et le moment où tu passes devant le jury. Est-ce que tu peux, j'ai pas posé la question, mais est-ce que tu peux peut-être contextualiser qu'est-ce que c'est un concours d'éloquence concrètement? Ouais. Surtout que le premier, c'est un concours de plaidoirie, c'est un peu différent. D'accord. C'est un cas pratique. Okay. Tu as une situation juridique, un conflit entre 2 personnes, en droit de la famille, en droit pénal. Okay. Et on t'impose de défendre en tant qu'avocat l'une des 2 parties au conflit. Et tu dois faire une plaidoirie de 5 minutes où tu défends la personne que tu dois défendre. Tu as d'autres types de concours. Au concours d'éloquence, le plus classique, c'est un sujet qui ressemble à un sujet de bac philo et une position qui t'est imposée, oui ou non, et tu vas argumenter. Donc ce premier concours-là, c'était un concours de plaidoirie où je dois incarner un avocat. Et donc moi, j'ai vraiment passé, sur une semaine, j'ai dû passer 2 jours sur le fond, à écrire mon discours. Et ensuite 4-5 jours sur la forme, à répéter pendant des heures, à la fois devant des amis dans une salle qu'on prenait à la fac, à la fois chez moi en m'enregistrant en boucle pour essayer de ne pas bégayer, pour essayer de bien articuler, de bien dire les choses. Ça n'a pas empêché que j'ai quelques bugs le jour J, mais globalement ça allait. Donc voilà, la première fois que j'ai préparé, c'était j'écris très vite un discours et ensuite je m'entraîne beaucoup à l'oral.
Aujourd'hui, je m'entraîne un peu moins à l'oral et je passe plus de temps sur le fond. J'écris plus mes discours, Ok. en général mes prises de parole, mais je passe beaucoup de temps à chercher des bonnes idées, à chercher le bon angle, le bon exemple, à trouver quelque chose qui va vraiment marquer les esprits. Ok, j'aimerais comprendre du coup pourquoi cette évolution. Parce que avant, la forme était importante. Et est-ce que c'est une évolution liée à la société ou est-ce que c'est toi, dans ta posture, dans ton expertise, tu as décidé d'avoir cette évolution-là parce que tu as envie de mettre en avant certains arguments ou certaines choses plus que d'autres? Ouais, je crois que c'est proprement personnel. La première chose, c'est que j'ai progressé sur la forme. En fait, j'ai tellement pris la parole qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin de me demander comment je dois dire telle phrase, à quel moment je dois mettre du ton ou du silence. C'est quelque chose qui est très intuitif. En fait, qui n'est pas vraiment une intuition parce que c'est le fruit de travail et d'années de pratique, mais globalement, j'ai pas besoin de le conscientiser. En fait, c'est inconscient. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte que la façon dont j'allais justement avoir cette intuition sur la forme-là, elle découlait d'à quel point j'avais bien préparé le fond, d'à quel point je m'amusais et j'avais des angles qui m'amusaient. Et donc forcément, je me sens aussi avec plus d'intensité. Plus tu es passionné, plus tu es passionnant, plus tu es intéressé, plus tu es intéressant. Donc je cherche l'angle qui va me passionner, me donner cette force-là. Et de manière générale, le fait d'avoir une structure qui est claire dans mon esprit, d'avoir une trame qui est claire, ça me laisse plus d'espace mental pour penser à la forme. Donc c'est à la fois parce que je suis plus à l'aise et aussi parce que je crois que c'est la meilleure manière de fonctionner. J'ai beaucoup aimé la formulation que tu as dit. Plus tu es passionné, tu es passionnant. Ouais. Plus tu es intéressé, plus tu es intéressant. Et on pourrait dire plus tu es convaincu, plus tu es convaincant. Comme ça, on a trois. J'adore. Toujours plus équilibré. Très, très, très Ouais. bien. Et justement, pour quelqu'un qui a envie justement de travailler cet aspect-là, comment est-ce qu'il fait justement? Quels sont les conseils que tu donnerais? Est-ce que tu dirais qu'il faut davantage travailler justement la forme, le fond, les deux? Voilà. Explique-nous en fait concrètement comment on arrive à être convaincant. Ouais, la première chose, c'est qu'il faut de la pratique. C'est exactement comme dans le sport. Tu auras beau regarder toutes les vidéos de sport et tous les livres de sport, tu n'auras pas d'abdos. Globalement. Malheureusement, on aimerait bien. Ce serait génial parce que même en regardant une vidéo en x2, j'avais Exact. 2 fois plus d'abdos. On aimerait que ça marche comme ça. Malheureusement, le monde n'est pas constitué comme ça. Donc il faut absolument pratiquer. Attention, je pense que le fait de regarder des vidéos est extrêmement utile à la fois pour acquérir des techniques qu'on va mettre en pratique et aussi pour s'inspirer des orateurs et de voir ce qui fonctionne. Je pense que j'ai vu 90% des vidéos de tous les concours d'éloquence de YouTube. En tout cas à l'époque, entre 2016 et 2020, je passais mes journées à regarder ça. Vraiment, même les vidéos à 200 vues, je les regardais. Parce que ça m'inspirait et j'essayais de comprendre comment étaient structurés les discours, comment tout ça fonctionnait. Aujourd'hui, maintenant, il y a des vidéos de gens qui décortiquent ça, notamment les miennes, évidemment. Mais, non, mais voilà, en tout cas, bon, regarder des vidéos peuvent servir là-dessus, mais il faut pratiquer. Ensuite, il faut pratiquer de deux manières, je dirais intelligemment. Mais déjà, dans le monde réel, je pense que c'est une nécessité. D'accord. Il faut en fait Se saisir, confronter en fait vraiment à la vraie vie. Parce que c'est vrai que Ouais. s'entraîner sans être justement dans des situations et de se mettre en fait à risque quelque part, c'est un peu difficile de progresser. Oui, complètement, tu vois, c'est exactement comme des entretiens d'embauche. T'as beau faire énormément de simulations, il y a des chances que tu n'arrives pas à intégrer tout si tu ne fais pas de vrais entretiens. En fait, tu progresses en faisant plein d'entretiens. Donc il faut absolument saisir toutes les opportunités de prise de parole qu'on a et ne pas attendre d'être un excellent orateur pour accepter des opportunités de prise de parole parce que c'est en les acceptant qu'on devient meilleur. Et ça vaut aussi pour la vidéo. Si tu attends d'être parfaite face caméra pour te Bien lancer, sûr. tu ne te lances jamais. Donc voilà, la confiance vient avec la pratique, la compétence vient avec la pratique. La pratique, c'est aussi un des meilleurs exercices, c'est de se filmer quand tu prends la parole ou de t'enregistrer. Parce que la vraie difficulté de la prise de parole, c'est que tu ne te vois pas et tu ne t'entends pas. La voix même que tu entends n'est pas ta vraie voix. Ah bon? N'est pas celle que les autres entendent. Comment ça? Tu t'es déjà, quand tu te vois en vidéo, Oui, tu n'as pas la même voix que toi quand tu parles. La voix que tu entends quand tu parles. c'est vrai. C'est vrai. Ta voix est plus grave. La voix que tu entends quand tu parles est plus grave. C'est vrai. Parce qu'elle passe à la fois par la résonance des os et du sang. Bref, c'est tout un sujet. Mais on s'en fout. Mais dans l'idée, voilà, le fait de te filmer, de t'enregistrer, te permet de comparer ton ressenti à la réalité et de percevoir des choses que tu ne perçois pas seul. Et ça, c'est vraiment dur. Je trouve que beaucoup de gens ont du mal à justement se regarder. Enfin, regarder la projection justement de leur dire, etc. en vidéo parce que ça confronte aussi à la réalité. Et cette réalité, parfois, elle n'est pas toujours facile à voir. Hein. Ouais, mais elle est assez injuste parce que, en fait, tu n'aimes pas ta voix, non pas parce qu'elle est moins bien, ta vraie voix, mais parce que tu n'y es pas habitué. Et on aime ce à quoi on est familier.
C'est-à-dire que, exemple très bête, le visage que tu vois dans le miroir, il est inversé. De sorte que si tu vois ton visage qui n'est pas inversé, tu te trouveras moins beau ou moins belle, non pas parce que tu es moins beau ou moins belle, mais parce que tu n'y es pas habitué. Et en fait, tu remarqueras que plus tu fais du montage, plus tu t'écoutes, plus tu te vois, plus tu t'y habitues et plus tu te trouves bon et donc tu gagnes de la confiance. Plus tu te trouves bon. Avec le temps, ça peut mettre des années. Ça peut mettre des années. Mais en Bonne tout cas, c'est précision, plus à l'aise avec le fait de te regarder. C'est vrai, c'est vrai. Donc il faut le faire et même si c'est inconfortable, la progression passe aussi par l'inconfort et par cet inconfort-là. Ce que tu dis est très vrai et je me rappelle les premières vidéos que j'ai faites parce que plein de gens me disent oui mais t'es hyper forte, moi j'aurais pas le courage de me mettre devant la caméra, etc. Et c'est vrai que quand j'y pense, mais je crois que c'est depuis très récemment que j'accepte enfin mon visage en caméra. C'est simplement que je me suis dit, allez, la première vidéo, tu la postes, tu regardes pas. Parce que plus je la regardais, plus j'étais complexée. Et plus j'avais du mal avec le reflet, justement, de mon image. Et donc, ce que tu dis est vrai. Donc, il faut simplement foncer, se confronter et surtout, voilà, avec le temps, accepter que ça va être beaucoup plus naturel. Ouais, complètement. Et je pense qu'il y a à la fois le fait que tu t'es habitué et le fait aussi que tu as sûrement progressé à force d'en faire. Ouais, c'est vrai, carrément. Ouais. Ok, très bien. Et donc, justement, on a parlé du fait d'être convaincant. Est-ce qu'on peut être convaincant en racontant n'importe quoi? Qu'est-ce que tu appelles n'importe quoi? En disant des choses qui ne sont pas vraies, par exemple, qui sont totalement déconnectées de la réalité. C'est difficile à dire. J'imagine que oui. Parce que la rhétorique, c'est pas l'art du vrai, c'est l'art du vraisemblable. C'est l'art de ce qui paraît vrai. Tu vois, bon, il y a un exemple très simple. Donald Trump, j'ai plus les stats, c'est ahurissant le nombre de fake news par an. Ça se compte en dizaines de milliers. Et il a été convaincant puisqu'il a été élu. Donc de fait, c'est possible. Est-ce que c'est ce que je recommande? Non. Parce qu'il y a aussi un moment où les gens se rendent compte des choses. Si sur le moment, tu es convaincant en racontant des choses qui sont fausses, mais que les gens en rentrant chez eux vérifient et se rendent compte que c'est faux, bah, tu auras convaincu sur le moment, mais ça n'aura pas eu d'effet durable. Moi, je crois beaucoup à l'éthique et à la durabilité. Donc j'imagine que tu peux être convaincant en racontant n'importe quoi, à supposer que les gens ne se rendent pas compte. Et j'ose croire en l'intelligence des gens à beaucoup d'égards, peut-être à tort. C'est compliqué. Mais je crois que sur le long terme, en tout cas, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Parce que gagner la confiance des gens, ça prend du temps. La perdre, ça peut être très rapide. Et justement, quand on apprend la rhétorique, est-ce qu'on n'apprend pas finalement à manipuler, du coup? Ça dépend avec qui tu l'apprends. Ça dépend de la démarche. Parce que si on arrive à rendre quelque chose qui n'est pas forcément vrai, compréhensible et surtout, quelque part, dans la perception des personnes, vrai, bah, c'est que finalement, on les manipule. Ouais, en fait, c'est un sujet qui est très complexe parce qu'il y a plein d'écoles et de façons de voir les choses différemment. Premièrement, je pourrais juste te dire que c'est un outil, de sorte que cet outil-là, je peux l'utiliser de manière manipulatoire comme de bonne foi, et que l'outil n'est pas responsable, que c'est les utilisateurs qui le sont. Ça pourrait être une façon de voir les choses. Tu as une autre façon de voir les choses qui est... tu as une conception qui est l'éthique de moyen versus l'éthique de fin. Je m'explique. L'éthique de moyen, c'est... Je n'utilise pas de procédé qui soit manipulatoire, même si mon objectif il est juste. À l'inverse, l'éthique de fin, tu te dis, j'accepte d'utiliser tous les outils à ma disposition, même ceux qui sont manipulatoires, si mon but final est juste. Ce qui est dangereux parce que la justesse de ce but-là, c'est toi qui le définis. Donc, qu'est-ce qu'un but juste? Ça devient compliqué. Est-ce que tu peux donner des exemples justement pour illustrer ça, s'il te plaît? Par exemple, si je considère que telle mesure écologique serait bonne pour le monde et si on la met en place, on peut sauver la planète. Je pourrais considérer que, étant donné que le but que je poursuis, il sert l'objectif commun et le bien commun, bah même si ça passe par le fait de manipuler des gens, finalement, je les manipule pour leur bien. Tu pourrais considérer ça. Ou alors, tu pourrais considérer que si les gens ne sont pas d'accord et ne veulent pas accepter ça, c'est dommage, mais je dois rester honnête dans les procédés que j'utilise. Donc ça, c'est une façon de voir les choses aussi. Je crois qu'en vrai, c'est une affaire d'intention, surtout. Moi, en tout cas, quand j'enseigne la rhétorique, j'essaye d'enseigner à ne pas manipuler. Je ne vais pas pousser les gens à manipuler. Et en fait, c'est précisément un peu la différence entre la rhétorique et la manipulation. C'est que la rhétorique, tu as un aléa. La rhétorique, c'est augmenter ses chances de convaincre. La manipulation, c'est s'assurer de convaincre. En tout cas, s'assurer de faire changer d'avis, puisque je contourne ton esprit critique. Donc, je ne te laisse pas la chance de dire non. La rhétorique, par principe, j'accepte que tu puisses refuser mon idée ou mon projet. Simplement, j'essaie d'augmenter mes chances pour que ça marche. Pour que ça marche. Ok, très clair. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. La frontière est très fine. Et justement, on parle de rhétorique, mais tu disais que tu as testé tous les formats, donc la plaidoirie, le procès fictif, les discours, l'éloquence.
Voilà, tu as fait vraiment le tour. Est-ce que tu peux justement expliquer les nuances entre ces différentes disciplines et pourquoi finalement, in fine, tu décides de te pencher de te focaliser vraiment sur la rhétorique? Il y a deux choses différentes parce qu'il y a les concours en eux-mêmes et après il y aurait la différence entre les matières. Enfin, bon, allons sur les concours d'abord. Globalement, j'ai dû faire, je dirais que j'ai fait 3 grands types de concours. Donc les concours de plaidoirie, d'avocat. Ça m'a plu parce que c'était le début, mais ça reste juridique. Le droit m'ennuyant énormément, j'y prenais pas beaucoup de plaisir. En fait, je faisais beaucoup d'humour, de blagues, de style. Et au final, quand j'arrivais à des niveaux devant des avocats, ils n'étaient pas très contents parce que je faisais pas assez de droit. Donc j'ai vite arrêté la plaidoirie. Ensuite, j'ai fait de l'éloquence. L'éloquence, c'est intéressant parce que tu as un sujet qui est libre. Simplement, le but, il est beaucoup plus du divertissement ou de faire ressentir des choses que de vraiment convaincre de ton sujet ou de vraiment faire bouger les choses ou de convaincre d'idées. C'est un exercice de style, réellement. C'est assez proche de l'objectif du théâtre qui serait de te faire passer une bonne soirée. Ok. Quand tu fais un concours d'éloquence, le but, c'est que les jurés passent un bon moment et que le public passe un bon moment. Ok. Et ensuite, quand j'ai fait du débat, là, il y avait un enjeu de fond qui était un peu plus important parce qu'il y avait un enjeu d'argumentation, de trouver les bons angles, etc. Mais ça reste quand même aussi du spectacle. Ça reste pour objectif de montrer que tu es le meilleur orateur. Et quand j'ai commencé à aller dans le monde du travail au sens large, quand j'ai commencé mon métier, ça m'a pris du temps pour déconstruire le fait que le but de parler, c'est pas de montrer qu'on parle bien. Le but de la prise de parole pour moi, et c'est là que je passe dans la rhétorique et que j'ai fait cette bascule-là, le but c'est de changer des choses. C'est de parler pour le public, de lui apporter quelque chose, peut-être de lui faire changer d'opinion, de comportement. En fait, c'est d'avoir de l'impact sur le monde. Et donc, aujourd'hui, c'est là que je fais souvent la nuance. Mon objectif, moi, c'est pas que mes clients parlent bien ou qu'on trouve qu'ils parlent bien. C'est qu'à la fin de leur prise de parole, leur message, leur idée ou leur projet soit passé. Ça, c'est très utile dans le monde du travail. Et justement, on va revenir plus en détail là-dessus. Mais j'aimerais juste faire une petite aparté et revenir sur l'aspect ton expérience, justement, dans le droit et notamment dans ces cabinets d'avocats-là. Tu dis que tu as travaillé avec des avocats tels que celui qui a défendu Carlos Ghosn, Joe Starr, mais également celui qui était justement impliqué côté Sogé dans l'affaire Jérôme Kerviel. Est-ce que tu peux revenir sur cette expérience? Est-ce qu'elle t'a apporté? Est-ce que tu en as tiré? Ouais, ce sont 2 avocats pour lesquels j'ai travaillé en Master 1 et Master 2. Donc, j'étais un peu en forme d'alternance. La moitié du temps, j'étais en stage chez eux. Et donc, c'est Jean-Yves Le Borne pour le premier et François Martineau pour le deuxième. C'était génial parce que précisément là, tu rentres dans le monde de l'avocature où on a souvent l'image de l'avocat qui fait des grandes plaidoiries, qui fait des grandes phrases, qui fait des effets de manche, qui s'exprime bien. Et en réalité, tu te rends compte que ça ne sert à rien de bien parler si à la fin du procès, ton client, il prend le maximum. Ça n'a aucun intérêt. T'es pas là pour faire le show. T'es là pour une personne et t'es là pour un dossier. Et donc là, j'ai appris énormément de choses dans ces stages-là. J'ai déjà appris que le droit ne m'intéressait pas tant que ça finalement, parce que mine de rien, je m'ennuyais quand même un peu à certains égards parfois. Ce qui m'intéressait, c'était l'aspect rhétorique. J'ai aussi appris, je pense, quelque chose qui est essentiel, c'est que convaincre, persuader, la rhétorique en général, c'est du temps qui est long. Là encore, on a l'image de l'avocat qui fait la plaidoirie finale et qui va retourner le jury à la dernière seconde par son discours. C'est un fantasme, parce que un procès, ça dure des semaines. On a fait, quand j'étais en Master 2, le procès de Dor Balladur, ça a duré, je crois, 1 mois de mémoire. C'était 4 matinées par semaine pendant 1 mois. C'est très long. Chaque interrogatoire, chaque témoignage. Et tu avais assisté? J'ai assisté, Ok. ouais. On a préparé le dossier pendant 9 mois, je dirais. Ah oui, après. le temps de préparation est hyper long. Ouais, le dossier Ok. fait 70 000 pages, donc déjà, il faut les lire. Donc c'est très très long, ouais. Ah oui. C'est assez costaud, et en fait, parce que Mhm. c'est des procès qui ont des montages financiers qui sont énormes, donc qui rendent les choses très complexes. Ok. Même l'instruction, elle dure des années. Tu vois, c'est des procès, c'est une affaire qui datait de 1995, je crois, quelque chose comme ça. Ça met beaucoup de temps. Et chaque prise de parole pendant 1 mois, c'est une brique que tu poses. Et c'est un processus de conviction que tu fais avancer. Et si au moment où tu arrives à la plaidoirie, tout le monde considère que tu as tort, tu vas rarement les retourner sur une plaidoirie. Et donc c'est déjà important de comprendre que voilà, la prise de parole, ça n'est pas que un discours. C'est un temps qui est très long de conviction. Ça, je dirais que c'est la première chose. Ensuite, j'ai appris tout un tas de techniques parce que, notamment, François Martineau, mon maître de stage en Master 2, était enseignant en rhétorique. C'est un des plus vieux professeurs de rhétorique français.
Et donc, on passait des heures à discuter de rhétorique où il m'apprenait tout un tas de choses. Il me faisait aussi l'histoire de la rhétorique, etc. Donc, j'arrive le matin, on parlait 2 heures avant d'aller sur des dossiers. Donc c'était super intéressant là-dessus. Et donc, voilà, je pense que j'ai appris, en tout cas, voilà, cette parole qui doit être utile, qui sert à un objectif. Et pour conclure là-dessus, tu vois, je pense que le meilleur exemple, c'est un avocat qui s'appelle Henri Leclerc, qui est un avocat que j'admire énormément, qui est décédé récemment malheureusement, qui a mené des combats qui sont magnifiques. Et il raconte son premier procès. Et il explique que son premier procès, il fait une plaidoirie qui est magnifique. Vraiment, il fait un discours qui est éloquent. Et son client prend le maximum. Et le président du tribunal, à la fin, va le voir en lui disant c'était votre première plaidoirie, bravo maître, vous avez extrêmement bien plaidé. Et il a dit, ce jour-là, je me suis promis de ne plus jamais chercher à bien plaider, mais à obtenir un bon résultat. Et je crois que c'est le plus important. C'est une très bonne nuance que tu viens de faire là, parce qu'effectivement, et ça fait le lien, on va faire le lien avec le monde du travail, parce que avoir du résultat, c'est ce qu'on aime, mais beaucoup de professionnels ont du mal justement à avoir des résultats à la fin de leur prise de parole. Alors, toi qui coaches aujourd'hui les professionnels, donc les personnes qui sont dans le monde du travail, j'aimerais savoir en fait, quelles sont les erreurs qui reviennent très souvent en termes de prise de parole en public? Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais c'est normal parce que la première erreur, ce serait déjà de ne pas se former et tu le sens quand il y a un manque de formation sur ce sujet-là parce que si tu cherches à l'apprendre de manière complètement intuitive, ça prend beaucoup de temps. Moi, ça m'a pris, je pense, 6 ans, tu vois, sans avoir de méthode ou de formation là-dessus. Je dirais que la première erreur, c'est déjà de ne pas s'en préoccuper. De ne pas avoir cette notion de prise de parole-là dans sa préparation. Généralement, soit tu es un peu dans l'urgence, tu te dis, bon, je préparerai ça la veille, 2 heures avant, bon, tout va bien, etc. Donc, en fait, je passe peu de temps à préparer vraiment mes discours. Mais on n'a pas toujours beaucoup de temps pour préparer un discours, justement. Comment on fait pour construire un bon discours quand on n'a pas beaucoup de temps? Ouais, il faut du coup une méthode de préparation. Et donc, c'est la deuxième erreur principale, c'est qu'en fait, il n'y a pas de méthode de préparation généralement. C'est, je prends une feuille et je me dis, qu'est-ce que je raconte ou alors, je fais mon PowerPoint et je me dis, comment je le présente. Ça, c'est des erreurs qui coûtent extrêmement cher. Okay. On ne commence jamais par son PowerPoint. Si tu fais ça, tu vas juste présenter des slides. Et tu vas commenter en fait des slides. Tu vas pas prendre la parole. Donc, alors, parce qu'il y a plein de choses du coup différentes, je vais me perdre sinon. Ok, donc première chose déjà, bien préparer sa prise de parole. Okay. Bien préparer, ça veut pas forcément dire y passer 10 heures. Ça veut dire faire les choses dans l'ordre. Faire les choses dans l'ordre, c'est quoi? C'est déjà se poser les bonnes questions. Beaucoup de gens se lancent dans la préparation sans s'être posé les questions basiques. À qui je m'adresse? À qui je m'adresse, c'est qui sont mes collaborateurs? Enfin, est-ce que c'est mes collaborateurs? Est-ce que c'est mes collègues? Est-ce que c'est mes N+1? Est-ce que c'est le CODIR, le COMEX? Pour bien comprendre, on se pose la question avant même, tu veux dire, de mettre les mots au niveau du PowerPoint, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a une préparation en amont avant même de se lancer sur le support qui va nous accompagner. Avant même de te lancer sur le discours. C'est-à-dire que tu vas d'abord, tu as les questions que tu te poses. Ensuite, tu vas écrire ta présentation, écrire ou en tout cas faire une trame. Et à la fin, tu vas te dire comment je l'illustre par des slides. Donc déjà, souvent, on fait pas la partie question, on fait ses slides et ensuite, on se dit comment je le commente. Non, donc déjà, j'inverse les deux. Je commence par des questions. Les questions, c'est des questions basiques, mais qui sont tellement basiques qu'on les oublie. Donc, à qui je parle, c'est certes quel est le poste dans l'entreprise, quel est le niveau d'influence, mais c'est aussi quel est l'état dans lequel se trouve mon public quand je vais prendre la parole. Est-ce que ça les fait chier d'être là à cette réunion-là? C'est une très bonne question. Ou est-ce question. qu'ils sont contents d'être là? Quelle est leur image de moi? Est-ce qu'ils ont confiance en moi? Est-ce qu'ils sont méfiants? Quelle est leur préconception sur mon sujet? Est-ce qu'a priori, ils sont plutôt avec moi? Est-ce qu'ils sont désintéressés? Est-ce qu'ils sont réfractaires? Etc. etc. Et si déjà, tu n'as pas ça en tête, tu ne vas pas avoir un discours qui est bon. Parce qu'un bon discours, c'est un discours qui est adapté au public. Donc si tu ne sais pas à qui tu parles, ou que tu n'as pas pris le temps de te demander à qui tu parlais, tu vas avoir un discours qui, par principe, est généraliste et donc qui manque de conviction. Donc à qui je parle? Ensuite, pourquoi je parle? Pourquoi je prends la parole là? Pour leur demander de faire une action précise? Pour les engager? Pour les faire adhérer à un projet? Pour les faire changer d'avis? Pour les informer? Je sais pas. Il y a plein de possibilités. Mais il faut l'avoir à l'esprit. Et des fois, on prend la parole, on ne sait même pas pourquoi on prend la parole. Et parfois, la question à pourquoi, c'est pour rien. Et si c'est pour rien, peut-être que ça vaut le coup de pas la prendre. Ou en tout cas, de se dire, mais en fait, cette réunion-là, pourquoi je l'ai organisée? En fait, elle sert à rien. Mais oui, mais parfois, on est en entreprise, on nous fait faire des choses. Voilà, donc parfois, ça peut être le cas. Auquel cas, je peux essayer de trouver un sens. Le sens, ça peut être pour ma carrière. Je prends la parole là parce que mon image professionnelle va en ressortir grandie. Et peut-être que ça va me permettre de progresser dans ma carrière. Ou peut-être que ce sujet-là, ça m'intéresse. Ou maintenant qu'on a vu qu'il fallait pratiquer, je peux le prendre, je prends la parole là. Pourquoi? Pour m'exercer aussi, peut-être. Bon,
Il y a mille façons de voir un pourquoi. Mais il faut savoir pourquoi je prends la parole. Et seulement si je sais à qui je parle et qu'est-ce que je veux obtenir d'eux, en tout cas, entre guillemets, bah là, je peux commencer à me demander ce que je dis. Et donc, généralement, on se demande juste ce qu'on dit. Je me rappelle lors de la prise de parole que tu as faite récemment, donc puisque j'ai assisté à un atelier à l'occasion du salon du management où tu intervenais, en fait, il y avait sur chaque slide un dessin. Comment ça se fait justement? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes aux professionnels d'avoir très peu finalement de texte dans une présentation pour justement laisser 95% de l'espace dédié en fait finalement à la parole? Ouais. Bah, déjà, avant même ça, il y a la prémisse qui est est-ce que je dois vraiment faire un PowerPoint? Parce que c'est pas toujours utile. Bah, moi, je pense pas. Ok. Je crois qu'on le fait souvent parce que c'est une obligation. Oui. La première question à se demander, c'est ok, est-ce que là, des slides, ça ajoute quelque chose? Parfois, la réponse c'est non. Bon, parfois, on est obligé d'en faire. Typiquement, la prise de parole l'atelier que j'ai fait où tu étais là, c'était convenu d'en avoir un. Moi, j'en fais quasiment jamais, pour être honnête. C'est très rare que j'en fasse. J'en fais un peu. J'avoue que je commence à en faire un peu de plus en plus. Mais moi, je préfère, par exemple, un tableau blanc et faire des choses à la main. Parce que je peux le faire de manière un peu imagée et évoluer dans le temps avec. Exactement, Okay, évolutive. Tu vois, j'ai une structure, je peux le faire avec des slides en vrai, Oui. je fais apparaître chaque truc. Mais, je sais pas, il y a un côté que j'aime bien avec le tableau blanc qui est peut-être plus humain, mais bon. Donc, premièrement, est-ce que c'est utile ou pas? Si c'est utile, ouais, moi je pense qu'il faut vraiment des slides qui sont les plus légères possibles parce que le visuel prend le pas sur l'auditif dans ta concentration. C'est-à-dire que si je te mets un graphique avec plein de trucs dessus, tu vas d'abord essayer de comprendre le graphique et ensuite tu vas te remettre à m'écouter. Donc, naturellement. Bon, à la limite, ou alors je fais ça et je fais une pause, je dis je vous laisse le regarder et après je reprends quoi. Généralement, on met trop de choses dessus. Pourquoi? Précisément parce qu'on a commencé par faire le PowerPoint. Et donc, vrai. Et en fait, on l'utilise comme note. Bien sûr. C'est tout, tu vois. C'est une aide-mémoire. Donc, moi, je te donne un exemple. Moi, je suis beaucoup inspiré par une conférence j'ai un doute entre Bear Grylls et Mike Horn, mais c'est un aventurier. Je crois que c'est Mike Horn qui fait une conférence de plus d'une heure où il raconte différents voyages. Chaque voyage, son récit dure à peu près 15-20 minutes. Pour chaque 15-20 minutes, il a une slide. Sa slide, c'est quoi? Ah oui. C'est une photo de son voyage. Parce que ça sert à poser le décor et à créer une ambiance. Il s'est Excellent. posé la question de l'utilité. Et moi, de la même manière, je mets juste une petite image, voilà, histoire d'appuyer un peu et la mémoire, où je vais mettre un mot ou un graphique très léger. Et ensuite, je vais expliquer à l'oral en plus. Et si vraiment il y a des informations qui sont importantes à retenir, je vais les envoyer par mail après. À la limite, j'ai deux supports. J'en ai un envoyé qui est plus exhaustif D'accord. et un qui me sert de support. Ok. Ça peut être donc une pas solution. d'entre-deux finalement. Je Soit suis pas très fan, garni ou pas ouais. du tout. Ok. Ouais. Après, bon, chacun fait comme il veut, tu vois. Mais en tout cas, c'est de se poser la question de l'utilité et de le penser pour une prise de parole. Généralement, on ne pense pas pour une prise de parole. Tu vois, truc très bête, je sais pas, j'ai une présentation d'un projet. Je dois avoir ma version détaillée qu'on appellerait un deck que j'envoie à l'écrit. Pourquoi pas l'envoyer en amont? Ok. Et ensuite, j'ai la version juste pour la présentation qui sert à appuyer mon propos. Très bien. Et donc, la question là qui me vient, c'est est-ce que tout le monde peut être bon en prise de parole finalement? Est-ce que tout le monde peut l'être? Est-ce que tout le monde peut l'être? Parce que, ouais. En fait, tel que tu le décris, ça a l'air quand même assez complexe. Enfin, ça donne l'illusion que, tu vois, on peut avoir peur en termes de rétention de l'information. Est-ce que je ne vais pas oublier? Est-ce que je ne vais pas perdre mes mots? Est-ce que je ne vais pas finalement... Oui, est-ce que sous le stress, tout ce que j'ai finalement préparé ne va pas disparaître? Et c'est vrai que c'est pour ça aujourd'hui que les gens se reposent aussi sur un support pour qu'en cas d'oubli, qu'on puisse finalement revenir rapidement retrouver l'info. Ouais, mais tu peux avoir des notes pour ça devant toi. Tu vois. Ah, ok. Donc en fait, la nuance que tu fais, c'est simplement pas sur le PowerPoint, mais par contre, l'avoir, en fait, s'accompagner de notes, par exemple. Pourquoi pas? Ok. Si le contexte le permet, évidemment, d'avoir quelques notes avec soi. Mais pour répondre à ta question, oui. Mais est-ce que tout le monde, justement, peut devenir bon à l'oral ou est-ce qu'il y en a qui vont rester bloqués, finalement, dans cette il y en a qui resteront prison. bloqués s'ils ne cherchent pas à s'entraîner, s'ils ne se posent pas la question, s'ils ne pratiquent pas. Tu peux rester bloqué dans un cercle vicieux. Donc, est-ce que tout le monde sera bon à l'oral un jour? Je ne crois pas. Mais est-ce que tout le monde peut l'être? Oui. Pour moi, le parallèle, c'est le même que dans le sport. Là encore, tu as des prédispositions. Qui font que tout le monde ne pourra pas être Usain Bolt en course à pied. Mais si tu te mets demain à faire de la course à pied tous les jours, il y a un moment où tu vas être meilleur que 80% des gens en course à pied. Les 80% étant tous ceux qui ne pratiquent pas ou qui ne s'entraînent pas ou qui ne cherchent pas à apprendre cette matière-là.
La prise de parole, c'est pareil. En fait, globalement, je dirais même que c'est facile aujourd'hui. Tu me disais que ça paraissait difficile. Bah oui. C'est facile parce que la majorité des gens ne se forment pas ou ne s'entraînent pas. Donc, en mettant en place juste quelques petits trucs. Si déjà tu commences à te poser des questions avant de prendre la parole, et tu commences à te demander comment je m'exprime, et que quand tu te prépares, tu t'entraînes à l'oral par exemple. Une erreur typique, c'est de juste lire son discours dans sa tête 10 fois. Non, il faut s'entraîner à l'oral, le faire plusieurs fois à l'oral. Tu vois, tu as plein de petits trucs comme ça. Juste avec ça déjà, tu deviens facilement meilleur que, je sais pas, 50%, 80% des gens. Parce que 80% des gens ne se posent même pas cette question-là. Voilà. Si tu fais 10 minutes de piano, t'es meilleur en piano que 50% des gens, parce qu'il y a 50% des gens qui font pas de piano. Je sais pas combien, je dis pourcentage au hasard, mais tu vois. En fait, comme dans toutes les matières, au début, tu progresses assez vite. T'as une marge de progression qui est grande. Après, pour devenir vraiment excellent, là, c'est des pourcentages en plus qui prennent du temps. Et moi, le premier, j'ai encore plein de pourcentages à aller chercher. Mais tout le monde peut devenir bon en prise de parole, pour peu qu'il y ait un peu de méthode et qu'il y ait un peu d'entraînement. Et après, tu progresses. Ouais. En tout cas, j'ai 1000 exemples de ça. Bah, donne-nous justement quelques exemples. La majorité de mes clients, tu vois. Moi, je serais déjà un exemple en tant que tel où je pars du plus bas de la prise de parole qui est quelqu'un de timide et bègue. Mais bègue, c'est pas parce qu'on est... C'est un handicap, mais ça veut pas dire qu'on n'est pas bon naturellement. Ouais, bien sûr. Mais alors, moi, j'étais extrêmement timide, je prenais peu la parole. D'accord. Et le bégaiement t'empêche déjà d'être compréhensible. C'est vrai. Avant même d'être convaincant, faut déjà être compris. C'est vrai. C'est une première étape. Faut déjà que les mots sortent correctement. Ouais, mais qu'il y a un obstacle, entre guillemets, là-dessus. Je vais même te dire une chose, de l'expérience que j'ai pu avoir, la majorité des gens qui étaient extrêmement timides, peu confiants à l'oral, qui ont beaucoup souffert de ne pas être bons à l'oral, deviennent excellents parce qu'ils ont développé des capacités qui leur permettent d'être excellents. Je te disais tout à l'heure que la prise de parole, c'est déjà s'adapter à son public. Savoir s'adapter à son public, c'est savoir le comprendre. La timidité, l'introversion, le fait de n'avoir pas été à l'aise à l'oral pendant longtemps, c'est avoir longtemps observé. C'est avoir longtemps essayé de comprendre les gens. Et donc, naturellement, tu as ces capacités-là, un peu plus développées, de te mettre à la place de l'autre et de t'intéresser à l'autre. Ensuite, je te disais que c'était le travail. La prise de parole, c'est du travail. Quelqu'un qui a peur de prendre la parole en public, il va travailler beaucoup plus que quelqu'un qui pense être un génie. Non, c'est vrai. Et, donc, et moi, j'en suis un exemple. Je me rappelle la première prise de parole, j'arrive en France, en école, cours d'anglais, on nous demande de présenter quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Et là, en fait, j'ai totalement perdu mes moyens. Mon ami dit que j'ai pleuré. J'ai pas pleuré, mais j'étais tellement en panique. Mais ça m'a... Et en fait, au lieu de me dire, voilà, ça a été une catastrophe et plus jamais, je me suis dit, mais en fait, cet épisode, il va plus jamais se reproduire. Et donc, ce que tu dis est très vrai, en fait. Et plus en pratique, et depuis, en fait, à chaque fois, j'ai essayé de prendre la parole, même quand, effectivement, on me la donnait pas systématiquement, mais je me suis promis que j'allais travailler de manière à ne plus jamais me retrouver dans cette situation. Mais c'est vrai que la plupart des gens, une fois qu'ils rencontrent des difficultés comme celle-ci, en fait, ils vont plutôt se dire, pour éviter que ça se reproduise, je ne vais plus jamais me mettre dans une telle situation et me confronter au risque de... Voilà. Ouais, complètement. Donc, tu as à la fois... puis tu as deux notions. Tu as la notion de la confiance et celle de la compétence. Y a des gens qui manquent de confiance en eux, mais qui sont très bons quand même. Et tu as des gens qui sont très confiants en eux. C'est vrai. Qui sont pas spécialement bons. Ça arrive, hein, tu vois, dans les deux cas. Donc, les deux peuvent être liés, mais... T'as pas une causalité directe non plus. Comment on identifie quelqu'un justement qui est pas si bon en prise de parole, mais qui, généralement, lorsqu'on n'a pas les fondamentaux, lorsqu'on ne s'y connaît pas très bien, on peut penser qu'il est bon. Et comment on distingue de quelqu'un qui est très bon? Quels sont un peu les red flags de prise de parole qui montrent qu'on fait semblant, mais en fait, on n'est pas si bon que ça lorsqu'on prend la parole? C'est difficile parce que là, il y a dans les notions... parce que, en fait, être bon à l'oral, ça veut dire quoi? Pour moi, être bon à l'oral, ça veut dire que à la fin de ta prise de parole, ton message, il est passé, et j'en suis plus ou moins convaincu. Moi, je le juge à l'impact, pas à la technique. Il y a des techniques qui permettent de l'impact. Mais moi, mon critère principal, c'est l'impact de la prise de parole que tu as eue. Donc là-dessus, t'as pas besoin d'avoir des fondamentaux pour jauger de la qualité d'une prise de parole. N'importe quel public peut juger de la qualité d'une prise de parole en répondant à la question: est-ce que cette prise de parole m'a touché? Est-ce qu'elle a fonctionné sur moi? Maintenant, souvent, quelqu'un qui... Pour moi, le plus gros red flag en prise de parole qui marche pas trop et qui montre ce problème-là, c'est quelqu'un qui s'écouterait parler. Prendre la parole, c'est être là pour les autres. Et d'ailleurs, ça permet aussi de dédramatiser un peu le truc.
je suis pas là pour moi, je suis pas là pour mon image en soi, je suis pas là pour qu'on me trouve génial. Je suis là pour les autres. Je leur prends du temps, d'attention, et je suis là pour leur apporter quelque chose. Et donc, moi, ce que je recommande beaucoup, c'est de se concentrer beaucoup plus sur le message et sur la valeur que j'apporte que sur l'individu que je suis et que je représente. Ça permet aussi de détacher un petit peu l'exercice de soi, ou typiquement de te dire, c'est pas les gens qui me regardent, c'est moi qui regarde les gens pour leur transmettre un message. Tu vois, c'est d'essayer de changer un peu sa perception des choses. Donc, ta question c'était, est-ce qu'on peut se laisser avoir par quelqu'un Oui, et justement, comment on peut identifier quelqu'un qui est un faux beau parleur en fait? En fait, je sais pas ce que ça veut dire un beau parleur, mais du coup, tu as répondu en fait quelque part, parce que en fait, si la personne n'a pas d'impact finalement, on peut très vite déceler que voilà, elle a bien parlé dans la forme, mais finalement, je ne me sens pas touchée par son discours, et donc ça ne marche pas. Si à la fin du discours, tout ce que tu te dis, c'est « il a bien parlé », mais que si je te demande ce qu'il a dit, tu es incapable de me le restituer ou de me rappeler des choses qu'il a dites, c'est probablement qu'il a fait un beau spectacle, mais qu'il n'a pas convaincu grand monde. Donc, je réponds à la question où souvent on a tendance à penser que bien parler, c'est venir avec des phrases très soutenues, parfois complexes. C'est finalement pas ça, en fait. Non, bien parler, c'est venir avec un discours déjà qui est adapté au contexte. Dire des grandes phrases, si ton public ne les comprend pas, ça ne sert à rien. Ça n'a que très peu d'intérêt. Et je cherche rarement la belle phrase, je cherche souvent la phrase qui touche. Okay. La phrase qui est efficace. Et ça, tu ne peux le déterminer que si tu sais à qui tu parles et pourquoi tu parles. Donc on revient, tu vois, à cette nécessité-là. Et donc, justement, quand on parle de prise de parole, il y a 3 piliers qui reviennent souvent, donc le pathos, le logos et l'éthos. Et donc, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce que c'est, parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'à présent, et nous dire en fait pourquoi en fait c'est important et quelles sont finalement les erreurs que font les personnes. Il y en a qui négligent l'un des piliers par rapport au détriment des autres. Et est-ce que tu peux revenir là-dessus? Très simplement, l'éthos, c'est l'image que je renvoie en tant qu'orateur. Donc, c'est quelle confiance, quelle crédibilité, quelle sympathie je t'inspire quand je prends la parole. C'est pourquoi tu m'écoutes, non pas pour ce que je dis, mais pour ce que je représente et ce que je suis. L'éthos, c'est la raison pour laquelle, quand tu fais confiance à quelqu'un, tu as tendance à plutôt écouter un peu plus ce qu'il dit. Et à l'inverse, si tu n'as pas confiance en lui. Donc ça, c'est l'éthos. Le logos, c'est le message de fond que je transmets. Quels sont tous les arguments rationnels que j'ai, quel est le message, quel est mon projet, ma solution que je présente par exemple, mes idées concrètes. Et le pathos, c'est quelles émotions je te fais ressentir à toi public. Et donc tu as ces 3 dimensions de la prise de parole, l'orateur, le message, le public. Généralement, une prise de parole en entreprise, c'est encore plus vrai en entreprise, c'est que c'est que du logos. La seule question que je me pose, c'est quel est mon message? Qu'est-ce que je dis? Et on revient un peu à ce problème-là sur les questions. Et donc, il nous manque 2 dimensions qui sont essentielles et qui, en fait, font la différence. Parce que, on va prendre d'abord le pathos. Le pathos, donc, c'est l'émotion que je fais ressentir. C'est un mot, l'émotion, qui fait extrêmement peur en entreprise. Pourquoi? Parce qu'il est associé au théâtre, au cinéma. Il est souvent vécu comme un aveu de perte de crédibilité. Comme si à chaque millimètre d'émotion que j'ajoutais, je perdais un millimètre de crédibilité. C'est une erreur qui est fondamentale. Parce que l'émotion, ça ne veut pas dire faire pleurer son public. L'émotion, ça veut dire faire ressentir des choses à son public. Et c'est une nécessité pour créer l'action. L'action vient de l'émotion. Tu vois, émouvoir, en latin, c'est emovere. Donc, tu as movere, le mouvement. C'est créer du mouvement. Et donc, c'est ce qui fait que tu vas passer de l'opinion à l'action. Si tu n'as pas d'émotion, tu auras beau avoir la meilleure idée du monde, tu n'as pas changé les comportements de tes interlocuteurs. Et donc, tes projets ne vont pas engager. Et donc, tu n'as pas créé d'adhésion. Et ça, c'est une perte qui est colossale en entreprise. Tu ne feras jamais exister tes projets si tu n'as pas d'émotion. Mais l'émotion, c'est pas juste, voilà, quand il va faire pleurer. L'émotion, ça va être faire ressentir un problème vécu par le client, un problème vécu par l'entreprise, par les collaborateurs. Si je veux t'aider à mettre en place la semaine de 4 jours dans l'entreprise, j'aurais beau avoir tous les arguments du monde. Si je ne te fais pas ressentir que ça répond à un problème, on ne va jamais la mettre en place. Ok, prenons justement cet exemple. Comment on fait concrètement dans ce cas de figure? Ouais, sur typiquement la semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours, c'est ça. Ouais, pour illustrer ce que tu viens de dire. Ouais, mais ça pourra marcher sur le télétravail par exemple aussi, sur n'importe quelle mesure. Ok. Si je propose une solution dans mon entreprise, elle n'a de raison d'être que si il y a un problème qui lui préexiste. Ok. Tu mets pas en place une solution s'il n'y a pas de problème. Bien sûr. Ouais. Tu vois. Donc je vais d'abord passer du temps à essayer de faire ressentir ce problème-là. Je vais essayer de démontrer à quel point
la charge de travail actuellement est émotionnellement trop dure pour les collaborateurs. À quel point le présentiel crée de l'inefficacité. Et en fait, par exemple, le simple fait de te faire visualiser quelque chose, c'est du pathos. Il faut que je te fasse visualiser à quel point on perd du temps actuellement en entreprise à cause du présentiel. Et donc ça, je vais essayer de te le décrire et de te le faire ressentir. En te disant que chaque jour, entre 9h et 17h, j'ai 3 heures où je perds du temps à chaque fois qu'un collègue entre dans mon bureau et amorce une conversation. À chaque fois que je vais à la machine à café, etc. etc. Et qu'en fait, en 3 heures de moins, je pourrais faire le même travail. Okay. Et ça, moi, j'en souffre parce que le soir, quand je rentre chez moi à 19h, j'ai plus de temps libre. Et donc, j'ai une perte de bien-être, etc. J'en sais rien. Bon, les arguments, chacun choisira. Bien sûr. Et dans l'idée, j'essaie de faire ressentir ces problèmes-là. Alors que si je te fais juste une analyse froide ou alors une présentation froide de la solution, c'est assez inefficace. Donc, il faut ce pathos-là dans tous les cas. Et il faut aussi ce pathos-là dans la projection de la solution. Je te dirais, imagine, si demain, on met en place la semaine de 4 jours, et bien, chaque jour, tu auras des collaborateurs qui seront beaucoup plus engagés. Le 5e jour, on pourra accepter de ne pas travailler et chacun prendre du temps parce que de toute façon, on aura atteint les mêmes objectifs. Et en fait, mettre de l'émotion, souvent, on n'y arrive pas parce que tout ce qu'on fait, c'est présenter son projet ou sa solution. Et puis parce qu'on pense qu'à soi aussi. Et parce qu'on pense qu'à soi, ou à son idée. Ouais, Ah. complètement. Et donc, en fait, l'émotion, il ne s'agit pas d'en mettre tout le temps. Il y a des moments pour en mettre. Les moments, c'est quand ? C'est le début de mon discours parce qu'il faut que je capte l'attention. C'est quand j'essaie de présenter le problème, parce que là, je vais te faire ressentir quelque chose. Ensuite, il y a la solution. Là, le but, c'est d'être clair. Et ensuite, je vais te projeter dans le monde génial dans lequel on va vivre si on met ça en place. Et là, c'est de l'émotion. Et si tu n'as pas tout ça, tu as juste une présentation argumentative. Donc, ça devient un débat d'idées qui n'est pas hyper utile ici. Et comment, justement, on travaille sur les 2 autres dimensions, toujours dans ce même contexte? Donc là, c'était sur le pathos. Voilà. Le logos, a priori, souvent, il est déjà présent. On se demande ce qu'on va faire. Et l'éthos, pareil, il est souvent peu présent parce que je me demande pas la question, je me pose pas la question de quelle image j'ai, de comment je vais m'exprimer. Et l'éthos, c'est quelque chose qui se construit avec le temps. Si je veux te faire adhérer à quelque chose, il faut que tu aies confiance en moi, il faut que tu me respectes, il faut que tu me trouves crédible. Et ça, c'est l'ensemble de toutes les interactions qu'on a au quotidien dans l'entreprise. Ça va passer par toutes les petites discussions qu'on va avoir, ça va passer par prendre du temps avec toi pour discuter. Peut-être par le fait de m'intéresser à toi, ça va passer par le fait de nouer une bonne relation. Parce que si tu me détestes, si je fais n'importe quoi dans mon travail et que tu me trouves pas compétent, le jour où je vais venir te présenter mon projet, j'aurai beau avoir le meilleur logo, c'est le meilleur pathos, comme tu n'as pas confiance en moi, tu me trouves pas compétent et que tu me trouves pas crédible, malheureusement, je vais pas te convaincre beaucoup. Donc comment je fais ? Premièrement, je fais attention à ça dans mon quotidien. Je me demande quelle image je veux renvoyer et quel comportement ça implique de ma part. Si la sociabilité et la sympathie sont importants pour moi, le temps que je passe à m'intéresser à mes collègues, c'est le temps qui est bien investi pour mon ethos. Si ce qui m'importe, c'est ma crédibilité ou ma compétence, ça vaut le coup de temps en temps de mettre en valeur les projets que je mets en place et d'en parler. Donc il y a ce temps long. Et après, il y a le moment du discours où là, ça va passer par la façon que je vais avoir de m'exprimer. D'accord. Et là-dessus, il faut se concentrer sur la posture, le regard, la voix, le corps. Justement, parlons de cela. Donc, parce qu'on parle de posture, de regard, de voix. Il y a tellement de choses que... Voilà. Ouais. Et à quel moment ça intervient? Comment est-ce que justement, on arrive à utiliser ces outils-là pour améliorer sa posture, justement, lorsqu'on prend la parole? Le sentiment que j'ai aujourd'hui, j'ai testé plein de trucs là-dessus. J'ai testé le fait de préparer un discours et de vraiment me noter, de travailler phrase par phrase. Tu sais, vraiment, ok, cette phrase-là, je descends le ton, là je mets un silence, là je fais ça, etc. J'ai testé de ne rien mettre du tout. Si tu fais ça, c'est que tu as appris ton discours par cœur. J'ai un discours par cœur. Ok, typiquement très sur bien. les concours d'éloquence, tu vois. Ok. Et en fait, j'ai le sentiment aujourd'hui que travailler de manière aussi mécanique, c'est assez inefficace parce que déjà, ça marche que quand j'ai un discours par cœur. Et surtout, il y a tellement d'injonctions que dans le stress, je vais en oublier la majorité. Aujourd'hui, moi, ce que je recommande, c'est de travailler surtout par intention. Donc, je vais me poser la question de quelle image il m'importe de renvoyer dans cette prise de parole. Ok ? Là, ce qui m'intéresse, c'est être dynamique. Je vais ensuite essayer d'incarner ce dynamisme. Quand je m'entraîne, je me dis, ok, moi, ce qui m'intéresse, c'est être dynamique. Quand je m'enregistre, pareil. Et le jour J, peut-être d'avoir sur ma feuille une note avec écrit en gros dynamique. Et en fait, quand je cherche à incarner ça, assez naturellement, je commence à mettre de l'énergie dans ma voix, je commence à sourire un peu,
à mettre des tons, etc. Exemple concret là. Là, par exemple, tu t'es dit quoi en arrivant à ce Alors, podcast? Ouais. Pour illustrer, tu voulais... La nuance, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis très au clair sur l'image que je veux renvoyer. Donc, je le fais plus de manière consciente. C'est-à-dire que je me pose plus la question avant parce que j'ai plus ou moins la même image tout le temps. Moi, mes enjeux, c'est dynamisme, sympathie et compétence, crédibilité. Ça passe par quoi? En fait, naturellement. Dynamisme, là, je mets beaucoup plus d'énergie que quand on discutait juste avant le podcast. Et qu'on se dit juste bonjour, ça va, ok, bah, on voit là-dessus, etc. Là, je surjoue un peu. Pourquoi? Parce que... Comment? Voilà, je coche cette case-là, mais en fait, je surjoue parce que c'est pas une situation naturelle, la prise de parole face caméra, c'est pas une situation naturelle de parler devant un public, ça implique d'incarner un personnage. Ce personnage-là, il n'est pas différent de moi. Il est juste une version plus expressive de moi. Tout à fait. Tout. Donc en fait, je vais juste prendre tous les curseurs de base de ce que je suis et je les pousse un petit peu à l'étage d'au-dessus. Le sympathie, ça passe par le fait d'essayer de sourire beaucoup, de faire quelques touches d'humour, de réagir avec toi, etc. Et la compétence, ça va passer par le fait de mettre en avant des éléments techniques de ma matière. Comme l'éthos, le pathos, le logos, de donner des exemples concrets, de toutes ces choses-là, tu vois. Mais bon, ça va un peu de soi avec les questions que tu me poses, donc c'est assez facile. Mais j'ai pas besoin de me dire, ok, je souris, je parle un peu plus fort, je mets de l'engagement, etc., etc. Il suffit de se demander qu'est-ce que je veux incarner. Et en fait, à force de t'entraîner, tu commences à mettre en place un peu ton ethos, justement, et à réussir à le faire assez naturellement. Okay. Après, tu peux travailler de manière plus technique sur des éléments. Tu peux te dire, par exemple, les silences. Les silences, c'est le plus dur à travailler et en même temps, c'est le plus efficace. C'est très fort le silence. Ça fait une différence vraiment entre un bon orateur et un excellent orateur. Et bah, pour le travailler, je peux très bien prendre un texte et me dire, à chaque virgule, à chaque point, à chaque saut de ligne, je fais un silence. Pourquoi le silence, en fait? Pourquoi c'est si important dans la prise de parole? Déjà parce que personne ne le fait. Donc ça te démarque. Parce que ça semble contradictoire. On parle de parole et en même temps, tu me parles de quelque chose qui est totalement à l'opposé, donc le silence. Donc... En fait, c'est extrêmement fort pour plein de raisons. La première, c'est que ça ajoute de l'impact à ton discours sur plein de façons. Premièrement, si tu veux te faire comprendre, si je veux t'informer de quelque chose ou te présenter une notion, ces silences-là, ils te permettent de digérer mes propos. Ensuite, ça permet de rendre impactantes des phrases parce que je laisse l'espace aux mots pour résonner. Je te donne un exemple entre deux phrases. Si je te dis, le silence, ça sert à informer, à capter l'attention et à faire digérer. Ensuite, j'ajoute juste des silences, la même phrase. Le silence, ça sert à capter l'attention, à ajouter de l'impact à tes propos et à faire digérer tes mots. Tu vois la différence? La différence aussi, je le vois au niveau des E. Voilà, mais... Le silence, mais il y a aussi l'aspect, le E, donc tous ces petits mots parasites qui viennent finalement biaiser en fait la prise de parole. C'est là que la force du silence aussi, elle est là, c'est que le silence, il permet d'éviter tous ces types de langage-là et donc d'avoir un discours qui est un peu moins rempli et donc qui permet de mettre plus en valeur des choses. Si tu veux me demander l'importance du silence, c'est l'équivalent à l'écrit de se demander à quoi ça sert les virgules, les points et les sauts de ligne. Tu vois, c'est la même chose. Ça sert à aérer le discours. Ça sert à ce qu'on mette plus en valeur des phrases. Quand tu écris un post LinkedIn à l'écrit, tu mets des espaces parfois pour qu'une phrase ressorte. Tu mets un mot en gras aussi. Le silence met ce mot en gras là. Donc le silence, il ajoute du poids, il ajoute de la compréhension. Et moi, il m'ajoute de la respiration aussi. Il m'ajoute des moments comme ça. Okay. Donc il est vraiment hyper important. Et il est tellement dur à maîtriser parce qu'il est tellement gênant pour l'orateur que il est peu utilisé et donc il fait aussi une différence là-dessus. En fait, ça montre une maîtrise, le silence. Ça montre que tu n'as pas peur de t'arrêter quelques instants. Ça montre que tu n'as pas peur qu'on te coupe la parole. Donc ça montre que tu as le cadre aussi, à certains égards. Quelqu'un qui a peur du silence, c'est souvent quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec ça. Et en plus, ça montre aussi que tu es un peu perdu si tu commences à faire des E. C'est que si je suis perdu, mais que je m'arrête, tu as moins l'impression que je suis perdu. Que si je fais des E, bon. Et en fait, les E, ils servent pas à grand chose. Ils servent juste à combler ce silence-là qui nous est gênant. Et là, pour conclure là-dessus, on revient à ce problème-là de la prise de parole. Je ne m'entends pas parler. Il y a une distorsion entre mon impression et la réalité. Un silence qui dure 3 secondes pour toi, moi, il me paraît durer 1 minute. Donc, il est horrible. Donc, j'ai du mal à le supporter.
Donc très vite, je le comble. Et c'est en ça que s'enregistrer, c'est génial parce que si je m'enregistre en me forçant à faire des silences, bah en l'écoutant, je me rends compte que c'est pas si long que ça. Très, très, très clair. Et justement, pendant que tu parlais, je t'observais et je voyais beaucoup de mouvements aussi de non-verbal. Je voyais beaucoup de non-verbal que j'ai analysé. C'est parce que je suis italien, ça notamment. Lorsque tu parlais justement du fait que ça te permettait de mieux respirer, tu as mis la main ici, etc. Est-ce que le non-verbal joue son rôle, en fait, justement, dans la prise de parole en public? C'est très dur à dire. Est-ce que c'était fait exprès déjà? Non, c'est inconscient. Ok. Alors, ça dépend. Les gestes en eux-mêmes, tout ce qui est main, c'est inconscient pour moi. Ok. Mais c'est quelque chose que tu recommandes ou pas? C'est quelque chose dont je pense qu'il est souvent inconscient. Donc, même si je te dis fais de la gestuelle, je pense qu'en pratique, tu vas juste respecter ton intuition. Moi, ce que je recommande, enfin, j'ai le sentiment que si je construis mieux mes phrases et mes discours, j'ai une meilleure gestuelle. Ok. Je te donne un exemple. Si j'ai prévu, par exemple, d'aborder 3 notions, bah, je vais te dire, il y a 3 choses. La première, deuxième, la troisième. Si j'ai pas fait ça dans ma structure, je peux pas faire ces gestes-là. D'une part, il y a ça. Donc moi, la gestuelle pure, je la travaille pas de manière mécanique ni technique. Je pense même que c'est assez inefficace. La posture, j'ai fait plus attention. À rester un peu plus droit pour ma respiration notamment, parce que là, ça a de l'impact sur ma respiration. Le regard, j'y fais attention forcément, là-dessus aussi. Mais pour te répondre, quel impact ça a? Alors, c'est assez difficile à dire. J'avais parlé d'ailleurs dans l'atelier notamment de la fameuse étude d'Albert Mehrabian, selon laquelle le non-verbal représenterait 55% du discours, la voix 38%, les mots 7%. On s'est rendu compte que ça n'est pas vrai pour la majorité des discours, que l'étude elle est extrêmement trop utilisée par rapport à sa valeur scientifique. Je dirais que l'analyse non-verbale a peu de valeur pour moi. Je vais très peu essayer de déduire des choses de ton comportement. Je vais pas te juger sur ton comportement. D'accord. Je considère pas que parce que tu as les bras croisés, tu es inconfortable et tu es fermé à moi. Je le considère pas. Certains considèrent que c'est le cas. Alors, le problème, c'est que comme on l'a beaucoup dit, on l'a beaucoup entendu, on l'assimile à ça. D'accord. Donc moi, quand j'accompagne quelqu'un ou quand je prends la parole, même si je t'avoue que pour moi, ça c'est très confortable, je vais pas le faire. Ok. Parce que je sais que pour la majorité des gens, ça veut dire que je suis fermé. D'accord. Ok. Donc je le fais pas. Donc je fais attention à ça. Donc je pense que oui, ça a de l'impact, forcément. Je pense qu'il y a des choses qui ont plus d'impact que d'autres. Le fait que la gestuelle soit appuyée, c'est cool. Si elle est neutre, c'est ok. Ce qu'on va éviter, c'est des gestes qui vont être incohérents par rapport à mon discours. Et je crois que la clé, elle est là, du coup. C'est ce qu'on appelle la congruence. La congruence, c'est la cohérence entre la façon dont je me comporte, la façon dont je m'exprime et les mots que j'emploie. Et moi, ce qui m'intéresse avec mes clients constamment, c'est quand ils me demandent est-ce que c'est bien de faire ça ou de faire ça, machin et tout, c'est est-ce que c'est cohérent par rapport à ce que tu veux renvoyer. Et je ne peux te répondre à la question est-ce que tel geste est bon ou pas que si tu me dis ce que tu veux renvoyer, ce que tu cherches à renvoyer. Ok. Pour moi, tout est ok tant que c'est choisi et pas subi. La majorité des gens font du mouvement marche pendant qu'ils parlent, pas par choix, mais par expression du stress. Donc c'est un problème. Si tu fais ça, si tu touches tes bagues, etc., parce que tu stresses, c'est quelque chose qu'on peut essayer de régler. Mais tu peux choisir de le faire. Bien sûr. Moi, depuis tout à l'heure, je choisis de le faire. C'est ça. Voilà, mais c'est vrai. Tu peux. Et non, vrai. L'exemple le plus frappant de ça pour moi, c'est l'humoriste Roman Frécinet. Il explique que quand il prend la parole, il se tient comme ça. Et il dit c'est catastrophique en termes de prise de parole. Si je suis en entreprise, je ne peux pas me parler comme ça en réunion. Mais lui, son but, c'est d'être le pote qui est accoudé au bar et qui raconte une blague. D'accord. Donc ça lui va. Ok. Et donc c'est l'image qu'il veut renvoyer. Donc il n'y a pas une façon de parler qui est la bonne façon de parler. Il y a des contextes, des images et donc des choix à faire en termes de comportement ensuite. Très, très, très clair. Et une dernière dimension qui pour moi est très importante, en tout cas moi, personnellement, moi quand je prends la parole, j'aime bien inclure des anecdotes percutantes. Et je pense que tu partages cet avis-là, que c'est hyper important d'inclure des anecdotes. Est-ce que tu pourrais justement nous donner ton regard là-dessus? C'est évidemment... Qu'est-ce que ça change Ouais, en fait, qu'est-ce que ça change? Premièrement, ça ajoute du pathos par principe, puisque tu rends la chose visuelle, donc ça va permettre d'être plus clair, etc. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes les études sur la mémoire et la prise de parole, il y a une hiérarchisation des façons de fonctionner. Globalement, le fait de parler ou le fait de te montrer une image, le visuel, c'est assez équivalent, ça va dépendre des gens, etc. Bon. Au-dessus de ça, tu as le fait de parler et d'avoir un support visuel. Ok. Bon, ce qui est logique, hein, ça a une meilleure mémorabilité que l'un des deux seuls. Et très loin devant, très loin au-dessus, tu as le fait de lier l'information
à une émotion. Si tu ressens quelque chose au moment où je te propose le message, où je te donne l'information, tu vas beaucoup mieux la retenir. Je fais d'ailleurs souvent le test, parfois quand il y a un discours, je peux quasiment tout le temps te dire quel est le moment que le public aura retenu. Tu vois, je fais souvent le test, des fois je suis un peu presque un spectacle de mentalisme, tu vois, quand je suis avec des étudiants en cours, il y a le discours, je vais me noter tel moment du discours sur une feuille, et je leur dis quel moment vous avez le plus retenu dans le discours. Et ils me disent ce qu'ils considèrent avoir retenu, et je prends ma feuille et c'est exactement ça. Et là, parce que c'est le moment où il y a le plus d'émotion. Tu peux faire le même exercice maintenant? Bah, là maintenant, oui. Qu'est-ce que les gens auront retenu jusqu'à ce moment-là? J'ai pas forcément conscience de tout ce que j'ai raconté, mais probablement les anecdotes et les exemples, plus que la théorie. Sur la partie, est-ce que c'est possible de progresser à l'oral? Ce que les gens auront le plus retenu, c'est ton anecdote sur le fait que quand tu es arrivé à ta première prise de parole, tu avais pleuré. En tout cas, ça s'était mal passé et finalement tu t'es battu, etc. Tu vois, ça c'est le genre de moment où tu vas beaucoup mieux retenir l'information on peut progresser à l'oral que si juste je te dis on peut progresser à l'oral. Bien sûr. Parce que c'est comme ça. Tout comme le fait que tu parlais du fait d'avoir été bègue, en fait. Oui. C'est quelque chose qu'on retient, mais surtout que c'est très contradictoire, encore une fois, à la posture aujourd'hui que tu as et ce que tu représentes aujourd'hui. Complètement. Donc, et en fait, l'idée, c'est d'utiliser cette émotion-là, justement. L'anecdote, ce qui est intéressant, et c'est toute la différence entre la prise de parole en public et le théâtre, enfin, c'est une des différences, c'est que c'est pareil pour l'humour, par exemple. Tu vois. Souvent, on me dit comment j'utilise l'humour, comment j'utilise les anecdotes. Ça tient en une règle. J'utilise mes anecdotes, l'humour, l'émotion, comme un moyen et pas comme une fin. Mon but, ça n'est pas de faire rire. Mon but, ça n'est pas que les gens trouvent mon histoire sympa. Mon but, c'est de passer un message. Et donc, je fais en sorte que cet humour-là, il sert à mon message. Que mon anecdote, elle sert à mon message. Et donc, tu vas les placer de manière stratégique. Je te donne un exemple. Quand je me présente, je l'ai fait tout à l'heure d'ailleurs, je dis j'ai un problème qui ne s'entend presque plus, sauf quand je suis alcoolisé ou fatigué. Généralement, dans le monde de l'entreprise, ça fait rire, parce que le mot alcoolisé, dans le monde de l'entreprise, il y a un décalage intellectuel. Il y a un effet surprenant. Comme à l'école, le prof qui dit sauf quand je suis bourré, ça fait rire nerveusement parce qu'il y a un décalage. Donc les gens rigolent à ce moment-là. Et juste après, je dis parce que je suis atteint de bégaiement. Et donc quand je te parle de mon handicap, tu es encore en train de rire de la blague. Donc tu te sens mal à l'aise. Et donc tu ressens quelque chose à ce moment-là. Et donc tu vas beaucoup plus retenir mon histoire. Que si je dis juste bonjour à tous, voilà, bon, je suis un ancien bègue et aujourd'hui, 3 petits points, bah, tu vas moins le retenir. Donc l'histoire est très forte parce qu'elle lie l'émotion à l'information. Et l'idée, ça va être de la placer de manière stratégique pour faire passer une information ou une idée ou un projet. Ok. Très, très, très fort ce que tu as dit. Donc, retenez bien cet aspect-là parce que je trouve que c'est... Non, moi, j'aime beaucoup justement ce dernier point qui, je trouve, fait aussi toute la différence. Et comme tu dis, ça touche les gens et en fait, ça rend la prise de parole beaucoup plus mémorable. Et donc, pour terminer sur cette page-là, monde du travail, les situations conflictuelles arrivent souvent, mais je ne vais pas vraiment me pencher là-dessus. J'aimerais simplement savoir si tu aurais 3 conseils pour permettre, en fait, 3 conseils pour réagir à une personne qui souhaite nous déstabiliser. Comment est-ce qu'on fait pour reprendre le contrôle? C'est beaucoup 3 conseils. Non, ok. Alors, ou 2 conseils. Non, mais, oui, non, bien sûr. Bon, je pourrais te faire croire, grâce à la rhétorique, que j'en ai 3 alors qu'il n'y en a qu'un seul. Je le répète 3 fois avec des mots différents. Non, mais quelqu'un... je suis avec lui en one-to-one ou on est en réunion? On est en réunion. Choisis le contexte qui te ouais, c'est assez compliqué parce que, premièrement, il y a une différence entre la déstabilisation personnelle, volontaire, mesquine et la déstabilisation sur le fond. Tu vois, le fait de me poser une question un peu challengeante. Ah, c'est vrai. Genre, j'avais prévu mon script et tout à coup, il y a quelque chose qui fait que ça me déstabilise là-dessus. Prenons les 2 cas de figure. Voilà, on peut commencer avec ce cas-là si tu veux. Donc, moi, j'ai prévu mon discours et tout, je suis prêt, etc. Et en fait, très tôt dans la prise de parole, je suis déstabilisé parce qu'il y a une question un peu piquante, il y a un imprévu qui se passe, etc. Là-dessus, ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que il y a une étude là-dessus que je trouve géniale. C'est une étude qui a été faite sur la visio, selon laquelle s'il se passe un imprévu ou quelque chose de déstabilisant pour moi, si je m'en sors par le haut et que je gère la situation, j'augmente considérablement mon engagement. Donc la première chose, c'est de ne pas le voir comme quelque chose de négatif, mais comme une opportunité en termes de conception.
Ensuite, il y a 3 façons de réagir, globalement. Soit ça me déstabilise réellement et je me laisse déstabiliser. Ça peut être un problème. Bon, c'est pas la bonne réaction. Je pourrais du coup juste le prendre mal en fait, m'énerver, je dirais. Le prendre mal, je pense que c'est le niveau 0. Il faut pas que je contre-attaque, que je renvoie l'attaque. Le niveau un peu au-dessus, c'est l'indifférence. L'indifférence, c'est je ne le prends pas en compte. Je l'écarte. Ça n'existe pas. Cette attaque n'a pas existé. Merci. Et je reprends, etc. Le niveau au-dessus, à la limite, c'est soit de recadrer sur son sujet, en écartant de manière concrète. Non, mais écoute, je te remercie pour cette intervention-là. Je pense que c'est pas le moment de l'aborder. Je te propose qu'on revienne sur le sujet que je suis en train d'aborder, qui est le plus important. Parce que moi, ce dont je parle, c'est 3 petits points. Et je reprends. Soit par l'humour. Moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, l'humour. Ça m'arrive souvent, tu vois, moi d'être, je sais pas si je suis déstabilisé par quelqu'un qui m'attaque sur mon âge, sur ma tenue, sur des choses comme ça. Je vais souvent tirer le trait encore plus loin avec autodérision pour montrer en fait que j'arrive à rire de moi, donc je me prends pas trop au sérieux. Donc c'est une option qui est possible, de laquelle j'essaie de me sortir. Donc parfois l'indifférence est la meilleure des choses à faire. Parfois c'est l'autodérision, parfois c'est le recadrage. Ça peut être 3 façons déjà. Non, c'est bien. En fait, tu peux recadrer sur ton sujet, l'autodérision et l'ignorance, l'indifférence parfois. Mais en tout cas, moi je déconseille majoritairement le fait de contre-attaquer, surtout en public. C'est pas forcément très efficace. Il y aurait une technique si vraiment tu veux mettre mal à l'aise l'autre, mais moi je l'utilise quasiment pas. Mais si vraiment la personne va trop loin, tu vois, sur des trucs type racisme, sexisme, homophobie, des choses comme ça, un truc qui est assez dur, c'est de demander à la personne d'expliquer parce que t'as pas compris. J'adore. C'est glaçant. C'est-à-dire que vraiment, si la personne te dit, je sais pas, je suis à la machine à café et elle me dit, je suis une femme, elle me dit, ah bah alors les femmes maintenant payent le café elles-mêmes. Là, je vais feindre réellement la compréhension de mes premiers degrés. C'est-à-dire, comment ça? Il est long ce silence. Hein. Le silence. Ouais. Tu vois, tu pousses à expliquer quelque chose et il est très violent. Donc, bon, tu vois, si vraiment on est hors limite, c'est quelque chose qui fait très mal. Ce serait une possibilité. Là, du coup, j'aimerais que tu cites des personnalités, des figures médiatiques pour 3 cas de figure. Premier cas de figure, une figure médiatique qui incarne mal le débat. À ton avis, tu veux des ennemis, c'est ça? Nous, on est là pour dire vrai. Ok, ça peut être quelqu'un qui n'est pas forcément en France, si tu veux éviter que... Non, mais je peux... Alors, je vais un peu tricher sur la question, mais je vais pas dire une personne, je vais te dire un concept. Les chaînes d'infos en continu. Je pense que ça incarne mal le débat. Parce que ça donne l'image de débat dont le seul objectif est la viralité, dont le concept est majoritairement du remplissage parce que tu as un temps de 24 heures par jour à remplir et donc à un moment, t'as pas 24 heures de sujet de fond à développer. Et en fait, ça donne une image du débat qui pour moi est très contre-productif, qui n'apporte pas réellement beaucoup de choses et donc qui pour moi incarne mal ce que devrait être le débat. D'accord, ok. Ensuite, une figure médiatique qui incarne la persuasion. La persuasion, qu'est-ce que c'est que la persuasion? Déjà, première question qu'on pourrait bien. Non, en vrai, il y a une personne que je cite souvent, qui en plus je trouve est pas assez connue en France, qui devrait être beaucoup plus. C'est Malala Yousafzai, qui est une militante. Non, anglophone. C'est une militante pakistanaise, qui est en fait la plus jeune prix Nobel de la paix de l'histoire, qui a eu un prix Nobel de la paix à 17 ans. Et pourquoi elle est persuasive? Parce qu'elle réussit à faire agir des pays en faveur de l'éducation des filles, notamment au Pakistan, maintenant en Afghanistan. Et elle n'est pas là pour faire des beaux discours, elle est là pour mettre des claques. Elle est là pour que les choses bougent et ses discours sont incroyables. Ok, donc un discours à regarder justement pour s'entraîner. Ouais, il y en a plein. Il y a son discours à l'ONU qui est incroyable, son discours pour le prix Nobel de la paix. Son interview avec Emma Watson est assez impressionnante aussi. Voilà, c'est une jeune fille qui a 17 ans et était en rendez-vous avec Barack Obama pour faire avancer les choses. Et qui excelle dans la rhétorique. Du coup, pas forcément francophone, puisque naturellement, tu dirais... non, je pourrais aller sur les francophones. Mais, qui excelle dans la rhétorique, c'est toujours dur à dire. Je vais être un peu original pour changer un peu. Je vais dire un humoriste. Comme ça va varier un peu les exemples plutôt que de te dire Churchill, des trucs comme ça. En ce moment, je vais te dire Haroun, que je trouve assez bon. Je sais pas si tu connais comme humoriste. Tu pourras regarder son nouveau spectacle si tu veux là-dessus.
tous ces spectacles sont gratuits en ligne sur internet, qui est vachement bon parce que je trouve que l'humour c'est un super moyen de faire passer des idées. Moi, je suis passionné par ça. Sur YouTube, d'ailleurs, je fais majoritairement des analyses d'humoristes sur Roman Frécinet, Jérémy Ferrari, des personnes comme ça qui ont aussi des messages de fond. C'est vrai. Je trouve que c'est un moyen formidable en fait d'usage de la rhétorique. Et en plus, lui, il a aussi un extrait assez drôle sur Sud Radio. Il a un passage très connu télévisé où il a un peu recadré justement un chroniqueur en utilisant beaucoup la rhétorique. Je te conseille l'extrait, tu vas beaucoup t'amuser. Ok. là-dessus. J'essaierai de mettre toutes les informations qu'on aura partagées en légende. On arrive au terme de l'interview, mais j'ai encore 2 questions. Ok. Je pense qu'on aurait pu passer encore 1 heure en plus. Mais peut-être que c'est l'occasion aussi de t'inviter pour un second épisode. Écoute, on aura le temps d'en reparler, carrément. Avec plaisir. Et donc, tu as écrit le livre L'art d'avoir réponse à tout. En fait, l'art d'avoir toujours réponse à tout. L'art d'avoir toujours. Donc, c'est important en fait de le préciser, c'est vrai. Bon, toujours un peu marketing. En vrai, bon, pas toujours, mais bon. Et justement, pourquoi cette précision-là et comment cultiver la répartie? Finalement, c'est la répartie, ça. Ouais, okay. J'ai choisi la répartie parce que la prise de parole, il y a quelque chose d'occasionnel presque dans la notion. Il y a ce discours-là qu'on va faire une fois de temps en temps dans cette réunion-là qui est importante. La répartie, c'est tous les jours. C'est chaque seconde, c'est chaque instant. Donc, il y avait cette quotidienneté qui me paraissait intéressante. Et aussi parce que la vision qu'on avait de la répartie, c'était que les punchlines et les traits d'esprit. Moi, ma vision de la répartie, c'est réussir à avoir de nouveau des échanges qui sont vertueux et constructifs avec les autres. Donc, je voulais déconstruire la notion de répartie. Comme mon combat actuel est aussi beaucoup de déconstruire la notion de débat pour essayer d'en refaire quelque chose d'utile. Okay. Et comment l'avoir en lisant mon livre notamment. Et, en fait, en se remettant à... Non pas à chercher à dominer l'autre ou à gagner le débat ou à gagner la discussion, mais en cherchant de nouveau à les comprendre et à comprendre pourquoi il y a ce conflit-là qui naît, pourquoi il y a cette attaque qui est amorcée et comment je peux réussir à la surmonter avec l'autre et pas contre l'autre. Et aujourd'hui, moi, je m'inscris beaucoup en faux avec toutes les formules qui consisteraient à dire comment humilier son interlocuteur, comment le dominer dans une réunion, enfin toutes ces choses-là, c'est des choses qui, pour moi, n'ont quasiment aucun intérêt. Sinon le spectacle. Et le spectacle, on le laisse aux chaînes d'infos précisément. Et dans le vrai monde, on peut peut-être avoir des échanges plus vertueux. Excellent. Et que dirais-tu au Corentin, plus jeune, qui bégayait et qui a envie, à qui tu as envie de donner du courage de justement prendre la parole, d'oser la prendre même quand on ne lui donne pas? J'ai une fierté, c'est que je n'ai rien à lui dire, puisque il a pris la bonne décision au moment où il fallait le faire, à savoir de s'inscrire à ce premier concours d'éloquence. Et donc, à la limite, je parlerai à celui-ci qui hésite à s'inscrire, de lui dire, là, tu as l'intention de le faire, franchement, fais-le, parce que ça va changer ta vie. Et ça a changé complètement ma vie, de m'inscrire à ce premier concours d'éloquence, parce que si je ne l'avais pas fait, je n'ai aucune idée de la façon dont je m'exprimerai aujourd'hui, et je n'ai aucune idée du métier que je ferai aujourd'hui, et je n'ai aucune idée du fait que je serai épanoui et heureux. Aujourd'hui, tu es heureux? Ouais, je crois. Peut-on l'être vraiment? Ce serait un débat philosophique, mais je dirais que dans l'ensemble, oui. Tu as le sentiment d'avoir réussi quelque part? Oui, j'ai fait beaucoup plus que ce que j'aurais pensé pouvoir faire et en peu de temps. Donc là, aujourd'hui, je suis dans une démarche où j'ai l'impression que tout ce que je fais, tout ce que je vis, c'est du bonus. Et donc la vie va être longue et belle. Trop beau ce que tu viens de dire. J'avais dit 2 questions, mais je vais juste terminer avec celle-ci. Ouais. Est-ce qu'il y a un film ou un livre qui t'a marqué, qui t'a inspiré, qui a aussi contribué à ce que tu es devenu aujourd'hui? C'est le genre de questions sur lesquelles j'ai toujours du mal parce que j'ai l'impression que chaque élément que j'ai donné est un renoncement aux autres. Écoute, moi, les œuvres qui m'inspirent beaucoup, en termes de film, en rhétorique pure, il y a 2 hommes en colère, qui est un film génial, 12 hommes en colère, où c'est un film sur des jurés en cour d'assises qui débattent ensemble en huis clos. Donc c'est vachement intéressant. Je pense que c'est un des films en termes de rhétorique qui est peut-être le plus intéressant. En termes de livres, il y en a tellement. Je lis vraiment beaucoup. Écoute, je vais t'en donner 2. Un livre pratique, entre guillemets, sur ma matière. Ça s'appelle Ces moments qui comptent. Ou la version anglophone, c'est un livre anglais qui s'appelle The Power of Moments de Dan et Chip Heath. C'est un livre sur comment tu fais de tes prises de parole des expériences. C'est basé sur l'expérience client. Comment tu prends les techniques d'expérience client pour de la prise de parole. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, le roman que je préfère, que je relis tous les 3 ans, 4 ans, c'est Le Comte de Monte Cristo.
qui maintenant est encore plus connu grâce au film qui est sorti. C'est un livre qui est incroyable de storytelling, qui est pour moi l'ancêtre de Netflix en termes d'écriture, qui est assez fou. Donc je ne peux qu'en recommander la lecture. Et parce que aussi je me suis rendu compte qu'en lisant des livres vachement longs comme ça, ça me prenait 3-4 mois à l'époque. Et en fait j'avais l'impression de vivre avec l'auteur. Et donc je commençais à, par mimétisme, adopter certains éléments de son style. Et donc quand je lisais du Proust, je commençais à faire des phrases trop longues et c'était pas bon. Et quand tu lisais Dumas ou Victor Hugo dans du classique, comme c'est des machines de punchline, tu commences à progresser un peu aussi. Ok, donc c'est une recommandation que tu donnes du coup. Ouais. Excellent. Merci beaucoup, Corentin. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut te suivre? Sur quelle plateforme? Sous quel nom aussi? Merci à toi déjà pour l'invitation. Où est-ce qu'on peut me suivre ou me retrouver aujourd'hui? Globalement sur Instagram et TikTok, Hop Éloquence, H-O-P Éloquence, où je fais des formats courts, même si j'essaie de faire de plus en plus longs. Et sur YouTube, je fais des documentaires de 1 heure, 1 heure et demie d'analyse, notamment sur des humoristes, avec pas mal de gros projets qui arrivent, qui me prennent beaucoup de temps sur YouTube. Ça fait 9 mois que je fais des vidéos, mais ça va revenir bientôt, donc ce sera un bon lieu pour me retrouver. On suivra ça de près. Merci à vous qui êtes arrivés au terme de cette vidéo. Donc, c'était un plaisir pour moi d'avoir Corentin. Et si vous voulez que je continue à recevoir des guests pépites comme lui, il faut que vous mettiez un maximum de j'aime, un maximum de partage, parce que c'est aussi ce qui va nous donner de la force et continuer de participer à faire grossir notre crédibilité. Donc, c'était un plaisir et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.